Comment je le mets en grand? Moi, sinon, je passe comme ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'éditeur de métadonnées. Bon, petit spoiler, en fait, là, ça va être très statique. Ce que je vous propose, si vous voulez en voir plus que ce que je vais montrer là, c'est de rester à la pause. Ouais, mais peut-être pas là. Enfin, je vais pas le faire en live. Oui, 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 voilà. Donc, ceux qui sont plus intéressés que ce que je vais présenter là par l'éditeur de métadonnées peuvent rester à la pause et on fera des essais. Il y a plusieurs instances qui l'hébergent et qui permettent de faire des essais. Et donc là, je fais une présentation assez rapide. Donc, un nouvel éditeur de données pour répondre à quel besoin, parce que c'est toujours bien de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait un développement. Donc, pour rappel de l'historique, il y avait eu de nombreux ateliers organisés par la designer originale sur ce projet, Lucille Collignon, que plusieurs d'entre vous connaissent. Ça a résulté en une liste de maquettes et de fonctionnalités à réaliser, et notamment ce qui a drivé l'essence du nouvel éditeur, c'est que ça devait être facile d'utilisation, parce que c'est vrai que l'éditeur historique est pas très facile à prendre en main, même dans la version simplifiée. On voulait pouvoir réduire l'édition aux métadonnées essentielles. Ça n'empêche pas d'éditer aussi des métadonnées complexes et d'augmenter petit à petit le nombre de champs qui vont être supportés. Mais on veut vraiment proposer cette interface qui peut être réduite pour des usages plus simples. On a toujours un regard par rapport à l'accessibilité. Et on voulait aussi accompagner et limiter les risques pour les saisies complexes. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on considère comme des saisies complexes. Et on a quand même on s'insère dans un historique, dans un contexte. Il y a déjà beaucoup de géonetworks qui existent dans le monde, avec des catalogues, des fiches existantes. Donc ce qu'on voulait, c'était s'intégrer au maximum dans ce contexte. Donc supporter les catalogues existants, les formats existants, et que l'édition soit non destructrice autant que possible. Donc l'idée, c'est que vous pouvez importer une fiche de votre catalogue, ou même pas forcément importer, en fait, déployer un éditeur sur un de vos catalogues existants, commencer à manipuler les fiches dedans. Ce qui n'est pas supporté par l'éditeur n'est pas modifié. Donc pour les fonctionnalités mises en œuvre, on a les briques de base qui permettent de suivre le cycle de vie de la donnée. Donc on est capable de créer des fiches qui ne sont au départ que sauvegardées et pas publiées. On est capable aussi d'en importer et d'en dupliquer. J'aurais dû rajouter édition entre ces étapes-là parce que c'est quand même le cœur de ce que propose l'éditeur. Une fois que l'édition est considérée comme satisfaisante, on peut publier et il est toujours possible de supprimer dans la limite des droits de l'utilisateur sur cette fiche, mais il est toujours possible de supprimer. Alors je précise d'emblée, l'éditeur tel qu'il est conçu actuellement ne permet pas de gérer les droits sur les fiches. C'est un sujet complexe dont on pourra reparler à la pause ou au temps des questions. Mais donc là, pour le moment, on est vraiment focalisé sur l'édition de la métadonnée en elle-même. Et on n'a pas non plus de notion de template dans la définition fiche pré-remplie, mais on répond à ce besoin par la notion de duplication. Donc comme je le disais, on s'insère dans un contexte existant. On a décidé de supporter autant que possible les standards qui sont utilisés par la communauté, donc le ISO 19153 et ISO 19139. Par contre, on ne se ferme pas la porte à supporter plus de formats. Donc on a instancié en interne un format pivot qui permet, avec un moindre effort, de supporter de nouveaux formats si ça devient pertinent. On pourrait très bien imaginer de supporter demain le format D4. Je crois même que c'est en cours de réalisation. S'il y a des personnes que ça intéresse, on peut en discuter aussi. Un des besoins qu'on avait ressenti, c'est que comme l'édition de métadonnées, c'est souvent une tâche complexe, longue, sur laquelle on va devoir aller chercher des réponses, revenir un peu plus tard pour continuer son édition, ou alors
considéré que la dernière édition qu'on a faite, elle n'était pas pertinente, vouloir annuler. On a mis beaucoup d'efforts sur la notion de brouillon. Donc c'est une brouillon qui est uniquement côté navigateur, on n'a pas de sauvegarde côté back-end pour ça. Voilà, on a mis l'accent sur le fait que c'est pas, ça ne vient pas perturber les fiches existantes, le back-end existant. Plusieurs personnes peuvent éditer la même fiche en même temps, et dans ce cas-là, on a aussi mis en place une détection de conflits pour qu'il n'y ait pas des écrasements d'édition sans s'en rendre compte. Alors, comment est-ce qu'on se sert de l'éditeur? Généralement, on arrive sur la page d'accueil. Ce n'est pas la seule possibilité. On pourrait avoir une URL directe vers une page et ça fonctionne aussi. On a toute une logique de routing. Mais généralement, on arrive sur la page d'accueil. On a un tableau de bord qui permet de retrouver soit l'ensemble des données disponibles, soit une vue spécifique à les données qui nous appartiennent, on va dire, ou les données sur lesquelles on est en train de travailler, donc la notion de brouillon. On a aussi une recherche sur l'ensemble du catalogue, dont le résultat peut être à nouveau filtré et trié. Et on a une gestion particulière pour les jeux de données non éditables. Comme on est capable de dupliquer n'importe quelle fiche, on affiche certaines fiches qui ne vont pas être éditables, notamment le résultat de moissonnage. On respecte le fait qu'on ne doit pas éditer une fiche qui a été moissonnée, mais on la présente pour que les utilisateurs soient en mesure de la dupliquer, par exemple. Et voilà, on affiche aussi les fiches qui ne nous appartiennent pas, donc on n'aura pas de droit dessus, mais on peut avoir le droit de les voir au moins. Et les services de réutilisation, parce qu'à terme, on pourra proposer une édition, mais ce n'est pas encore disponible. Donc ça, c'est voilà, un éditeur dans une version d'une plateforme de dev où on peut voir qu'on a la partie de recherche, on est capable de faire différentes manipulations sur l'import, la création, des parties de filtre et de tri. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'utilisateur sur son édition, donc on a une édition qui se veut le plus légère possible. Donc on a segmenté les métadonnées en pages et sections. Donc en fait, on ne va pas avoir une énorme page qui présente tous les champs, on est perdu. On a vraiment une notion d'étape par étape. Ça fait des pages plus légères, l'utilisateur s'y retrouve mieux, ça fait des pages plus aérées aussi, en termes de lisibilité. Et on va aussi pouvoir proposer une notion de progression dans la saisie de l'éditeur. Donc ça fait partie des travaux qu'on va réaliser cet été pour Data Grand Est, où au sein même de l'éditeur, on aura une visualisation de la complétion par rapport au score de qualité qu'on verra dans le Data Hub. Il nous reste quand même des choses à faire sur ce formulaire de saisie, notamment tout ce qui va être personnalisation. On veut proposer à la communauté de pouvoir réduire le nombre de champs affichés, de pouvoir les réordonner. On n'en est pas très loin, mais ce n'est pas encore fait. Alors, pour l'accompagnement sur les champs complexes, on en a un certain nombre. Le premier champ complexe qui a été identifié, c'est la notion d'aperçu, donc tout ce qui est upload d'images. Donc là, je vous montre l'interface telle qu'elle a été conçue. En gros, on supporte à la fois le drag and drop, la sélection depuis le browser, la saisie depuis une URL. Tout est géré voilà, l'utilisateur n'a pas besoin de se poser de questions. Il est sur son jeu de données, il dépose l'image, ça fonctionne. Pas besoin d'aller sur un autre onglet qui gère les ressources annexes et ensuite de lier la ressource annexe au JDD. Non, c'est tout de suite associé. Pour les mots-clés, on est câblé sur les thésaurus qui sont préexistants dans le GeoNetwork sous-jacent au Data Hub. Donc dès que le GeoNetwork que vous utilisez comme catalogue derrière le Data Hub contient les thésaurus qui vous intéressent, on va y avoir accès dans le Data Hub, voilà, sous forme de drop-down. On commence à saisir, ça affiche les résultats qui correspondent. L'emprise géographique, on a voulu faire simple, donc on se base sur les mots-clés de type Spaces.
Donc il n'y a pas de saisie de bounding box qui sont souvent pas très correctes. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des emprises géographiques exactes et donc plutôt liées à une clé que liées à des coordonnées. Donc, alors, il y a quand même une B-box derrière, hein, mais c'est la recherche de mots-clés de type spaces qui va permettre d'écrire une étendue spatiale sur un JDD. Pour l'association de ressources, alors aussi bien ressources données du JDD que données annexes, on a cette interface. Encore une fois, le but c'est que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. On supporte du drag and drop, on supporte de la saisie par URL d'une ressource qui serait disponible en ligne. Et on supporte aussi le lien vers des services externes. Donc voilà, on a un certain nombre de protocoles qui sont proposés d'office. On est capable, pour les protocoles standards, on va dire, d'aller lister les couches disponibles. Donc l'utilisateur peut faire la description de sa ressource en ligne jusqu'à la couche service et couche. Alors le champ complexe suivant, c'est pour les licences. On sait que c'est un sujet qui peut être très complexe et pas très utile. Ça dépend vraiment des usages. En fait, dans le monde de l'open data, les licences, souvent, c'est en fait, il n'y a pas de contrainte, et puis voilà, une licence libre et on ne veut pas faire plus. Et ça, c'était vraiment important d'avoir une non-surcharge de l'interface quand on est dans un cas très simple. Donc là, ça serait un cas tout à fait applicable. Je suis sur une licence étalable, c'est une licence ouverte, il n'y a pas de conditions qui s'appliquent. L'utilisateur, il voit juste ça. Et il ne s'embête pas avec une interface plus complexe. Bon, ça reste quand même utile de proposer une interface pour les cas où il y a des contraintes un peu plus détaillées. Dans ce cas-là, lorsque on sait que des conditions sont connues et qu'il y a des conditions qui s'appliquent, on a ce bloc qui vient s'ajouter et qui propose la saisie de contraintes complémentaires, soit par texte, soit par URL. Et on peut en créer autant que nécessaire. Là, on est soumis à la contrainte de... C'est pas facile de saisir des licences, mais on accompagne l'utilisateur dans cette saisie. Pour ce qui est de l'édition des contacts, là aussi, on a essayé de faire au plus simple pour l'éditeur. Donc, par défaut, on ajoute l'éditeur en cours comme point de contact, à la fois de la donnée et de la métadonnée dans la fiche. Donc, dans la plupart des cas, ça va lui suffire et il n'aura pas besoin de manipuler cette section-là. Et ça veut dire que dans une mesure... comme on veut rendre configurables les champs du formulaire, si certaines communautés considèrent que l'éditeur est suffisant comme point de contact, on peut tout à fait imaginer ne pas afficher cette section et avoir un formulaire encore plus simple. Et dans tous les cas, on propose l'ajout de contacts basé sur les utilisateurs présents dans GeoNetwork. Donc ça, c'est pour la donnée. Et pour la partie métadonnée, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de type de contact. Et parmi les dernières réalisations qu'on a faites cette année, on a mis en place le support du multilingue. Donc là, on est capable d'activer ou désactiver le multilingue sur une fiche. On propose le choix du langage par défaut, le choix des langages supportés, une traduction soit champ par champ, soit langue par langue. Ça, c'est pareil, il faudrait faire une démonstration plus poussée pour que ça soit pertinent. Pour le planning des releases, bon, en fait, j'ai remis la même slide que pour le Data Hub parce qu'on est sur le même monorepo que le Data Hub. Tout ça, c'est GNUI. Donc, tout ce que je vous ai présenté est disponible aussi pour la release de fin juin, là, dans les semaines qui viennent. Donc, je vous invite aussi à aller tester sur les plateformes sur lesquelles l'éditeur a été déployé en développement. Et sinon, on fera une démonstration à la pause pour les personnes intéressées.